La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. The Theater, le jeu vidéo mystérieux dont personne ne connaît la fin. Avez-vous déjà entendu parler d'un vieux jeu PC appelé The Theater? Si ce n'est pas le cas, c'est normal. Probablement parce que beaucoup de gens disent qu'il n'existe même pas. Voyez-vous, The Theater est un ancien jeu informatique sorti à peu près à la même époque que Doom. Aujourd'hui, si vous le trouvez, il n'est disponible que sur de mauvais CD-ROM pirates qui, le plus souvent, ne contiennent même pas le jeu. Les copies légitimes qui auraient été mises en circulation à l'époque présentent une jaquette blanche, vierge, avec uniquement le sprite de ce qui a été nommé depuis le Ticket Taker. C'est simplement un homme caucasien chauve, mal dessiné et pixelisé, aux grandes lèvres rouges, portant un gilet rouge et une chemise blanche et un pantalon noir. Il est totalement sans émotion, bien que certains disent que si vous brisez le disque, son visage apparaît en colère la prochaine fois que vous regardez la jaquette. Mais cela est généralement considéré comme une légende urbaine. Ce qui est étrange avec The Theater, c'est qu'aucun développeur n'est mentionné sur le boîtier et il n'y a aucune description du jeu au dos. Il n'y a que le Ticket Taker sur fond blanc, recto verso. Le jeu était d'abord connu pour son incapacité à s'installer correctement. Le processus d'installation bloque immédiatement l'ordinateur lorsque l'ordinateur arrive au contrat de licence. Autre détail étrange, à chaque endroit où le nom du studio de développement devrait apparaître dans la licence, il n'y a qu'une ligne vide. Quoi qu'il en soit, la plupart des personnes qui prétendent avoir possédé un CD original disent avoir réussi à installer le jeu en redémarrant simplement leur ordinateur à l'écran du contrat, disque toujours inséré. Au redémarrage, on leur demande d'appuyer sur « I agree », j'accepte, puis l'installation continue. Le jeu démarre alors sans introduction, affichant seulement un menu principal représentant l'extérieur d'un cinéma sur une rue vide. Le titre apparaît progressivement, puis 3 boutons. New Game, nouvelle partie, Load, chargement, Options, options. Sélectionner Options fait immédiatement planter le jeu. Load, chargement, ne fonctionne pas du tout, même avec une sauvegarde. Ainsi, New Game, nouvelle partie, est la seule option utilisable. Une fois sélectionnée, la vue passe à la première personne. Vous êtes dans le hall vide d'un cinéma, à l'exception du Ticket Taker, se tenant devant un couloir sombre qui mène probablement aux salles. Il n'y a rien à faire si ce n'est que regarder les affiches des films mal dessinés et presque illisibles, ou s'approcher du Ticket Taker. Quand le joueur s'avance vers lui, un extrait sonore de très mauvaise qualité joue « Thank you, please enjoy the movie » « Merci, profitez du film » accompagné d'une boîte de dialogue affichant la même phrase. Vous entrez ensuite dans le couloir, l'écran devient noir, et vous revenez dans le hall vide, recommençant exactement la même chose encore et encore. Même si cela ressemble à un jeu terrible, des choses étranges finissent par se produire. Le nombre de cycles nécessaires avant que les événements anormaux surviennent est inconnu. Cela peut arriver dès la première partie ou après la 400e. Ce qui se produit a profondément troublé certains joueurs. Le premier événement survient lorsque le joueur revient dans le hall après être entré dans le couloir. Cette fois, le Ticket Taker a disparu. Le joueur n'a d'autre choix que de s'avancer dans le couloir sombre.
Le son et la boîte de dialogue jouent toujours malgré son absence, mais l'écran ne s'estompe pas cette fois. Il devient totalement noir à mesure que le joueur avance. Les bruits de pas continuant tant que la touche haut du clavier est maintenue. Ceux qui disent avoir joué à la version originale rapportent avoir ressenti un profond malaise en marchant, anticipant quelque chose d'horrible. Finalement, le joueur ne peut plus avancer. Après quelques instants, un sprite étrange apparaît. Le Ticket Taker, mais avec un visage en spirale. Nommé depuis Swirly Headman, la tête d'homme en spirale. Les joueurs affirment avoir été immédiatement paralysés de peur. Rien ne se passe pendant quelques secondes. Puis, un cri strident retentit. Le jeu se met à bugger et le son continue plusieurs minutes avant que le joueur ne soit brutalement renvoyé au hall, tout redevenant normal. Le jeu reprend normalement pendant quelques cycles, certains affirmant voir brièvement le Swirly Headman apparaître dans un coin de l'écran avec un petit cri aigu. Puis, à un moment donné, le Ticket Taker apparaît en train de faire les 100 pas. Bien que sans animation réelle, il saute légèrement sur place. Et il a les yeux écarquillés et la bouche ouverte dans une expression inquiète. Certaines affiches ont été remplacées par des images du Swirly Headman. En s'approchant du Ticket Taker, un autre son de mauvaise qualité joue, mais la boîte de dialogue ne contient que des caractères corrompus illisibles. Les joueurs pensent qu'il dit « Never reach the other levels ». N'atteignez jamais les autres niveaux. L'écran s'estompe à nouveau et le joueur revient dans le hall. Mais le Ticket Taker a disparu et le couloir est bloqué par un grand mur de briques. Toucher le mur fait immédiatement planter le jeu et c'est tout. Personne ne sait ce que sont les autres niveaux, ni comment y accéder, ni pourquoi le Swirly Headman provoque une peur aussi intense. Toutes les copies originales ont été perdues ou détruites, mais le plus inquiétant, c'est que les joueurs originaux affirment encore apercevoir brièvement le Swirly Headman du coin de l'œil, et ce, dans la vraie vie. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pensais parler à mon colocataire, j'avais tort. J'étais bien parti pour passer mon vendredi soir comme d'habitude, rester éveillé presque toute la nuit, jouer à des jeux en ligne et traîner sur des sites de mèmes idiots. Quand la pièce est devenue sombre, mon téléphone s'est soudainement illuminé sur le bureau où je venais de le brancher, et j'ai compris que le courant venait de sauter. J'ai juré doucement lorsque l'écran s'est éteint. Je savais qu'il n'avait pas chargé assez longtemps pour me servir de lampe pendant longtemps, et j'étais presque certain que nous n'avions aucune vraie lampe torche. Alors je me demandais s'il valait la peine de tâtonner dans le noir pour chercher un briquet. Et j'ai entendu la porte de la chambre de mon colocataire s'ouvrir dans le couloir. Un léger bruit de pas, puis j'ai entendu ma propre porte s'ouvrir. « Eh, le courant est coupé, hein ?» J'ai envisagé de répondre de façon sarcastique à cette question stupide, mais j'ai finalement décidé que ça n'en valait pas la peine. « Ouais, on dirait bien. T'as pas une lampe torche ?» Dans l'obscurité presque totale, je l'ai plus senti et entendu avancer dans ma chambre que je ne l'ai vu. « Non, tu peux utiliser ton téléphone pour voir ?» me demandait mon colocataire. Je venais juste de le brancher parce qu'il était presque déchargé. Je devrais probablement le laisser tranquille, au cas où on en aurait vraiment besoin pour appeler quelqu'un, tu vois. Et le tien ? Le mien est déchargé. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Me répondra-t-il. J'ai soupiré intérieurement. Jake était un bon colocataire, toujours sa part du loyer à temps, il ne laisse pas traîner ses affaires dans les espaces communs, il n'utilisait pas mes affaires sans demander, et si je lui disais d'arrêter quelque chose, il arrêtait. Mais il n'était pas très brillant, et comptait souvent sur moi pour réfléchir à sa place.
Je l'aimais bien, mais parfois j'avais l'impression d'être plus son père que son colocataire. Je suppose que quelqu'un dans l'immeuble a déjà appelé le concierge, ou même la compagnie d'électricité. Donc maintenant on attend. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. J'espérais qu'il avait compris mon explication. Oh, d'accord. On peut rester ensemble jusqu'à ce que ça revienne? Il fait si noir. Je me suis retenu de répondre sèchement. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire que de parler. Ouais, bien sûr, assieds-toi. Je suis déjà assis. J'ai été surpris de réaliser que sa voix venait bien de mon lit, alors que je ne l'avais pas entendu bouger. Ah, cool. Alors comment tu as remarqué la panne? Je pensais que tu bossais demain. D'habitude, s'il ne travaillait pas le samedi matin, Jake passait ses vendredis soirs chez sa copine. Elle n'était pas très brillante non plus, mais adorable et très attachée à lui. Je me suis réveillé parce qu'il faisait trop sombre. Il n'a jamais fait aussi sombre dans ma chambre. Cette phrase m'a profondément troublé. Quoi? Tu t'es réveillé parce qu'il faisait plus sombre? Ouais, à cause du noir, disait-il. Ça n'avait aucun sens, et pourtant son oui m'a dérangé. En plus de 2 ans, Jake n'avait jamais répondu autrement que par « ouais » ou « Et nous avions déjà eu des pannes. Il avait récemment installé des rideaux occultants, certes, mais quand même. Si tu bosses demain, tu devrais peut-être te rendormir. Non, je ne veux pas dormir. Parlons d'Anne. Mon malaise s'est transformé en peur. Jake m'appelait toujours Danny, jamais Dan. Sa voix était d'ailleurs plus ferme, plus agressive que d'habitude. « Pourquoi tu m'appelles comme ça, Jake ?» Silence. « C'est comme ça que tu préfères qu'on t'appelle, non? Tu l'as déjà dit. » Un frisson d'horreur m'a parcouru. Cette chose improvisée, elle essayait de corriger une erreur. Je n'en ai pas parlé depuis 1 an. Pause. Oh, pardon, je suis fatigué. Je peux t'appeler Dan si tu veux. Je n'en pouvais plus. Qu'est-ce que c'était que ça? Qui es-tu, bordel? Demandai-je. Quoi? Je suis Jake. Non, tu n'es pas Jake. Dis-moi qui tu es. Je suis Jake, c'est moi, Danny. Je ne peux même pas te voir et tu n'agis pas comme Jake. Mais si, je suis Jake. Et attends, ton téléphone n'est pas totalement mort, non? Allume l'écran juste assez longtemps pour voir mon visage, tu verras que c'est moi. Sa proposition m'a fait hésiter, mais ça semblait logique. Je me suis tourné vers mon téléphone branché, je l'ai pris. L'heure s'est affichée en blanc, éclairant faiblement la pièce. J'allais le déverrouiller quand il s'est mis à sonner. Appel venant de Jake. Je n'ai pas osé me retourner. J'ai répondu. « Allô? »« Hé, Danny, j'ai encore oublié ma clé. Tu peux m'ouvrir? » « Jake? »« Ouais, c'est Jake. Hé, le courant est coupé. Il fait tout noir. » N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le monstre que je deviens pour sauver des vies. Nous sommes allongés sur le sol d'une réserve dans une station-service. Malia et moi, le vendeur bedonnant d'âge moyen et un couple âgé que je n'avais jamais rencontré, sommes face contre terre sur le carrelage froid et sale, entouré du désordre d'une petite supérette d'autoroute. Le jeune homme armé n'a pas plus de 19 ans. Il est agité par des spasmes révélateurs d'une addiction à la méthamphétamine. Il hurle. Ce n'est pas vraiment comme ça que je voulais passer ma journée. Je fouille son esprit sans relâche. Rien n'est à sa place. De quoi as-tu peur, mon gars? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Avec les méthomanes, c'est difficile. La drogue transforme tout en images incohérentes et chaotiques.
Je suis presque prête à abandonner quand je le trouve. Un monstre qu'il a créé. Une bête de chair aux longues griffes, aux dents métalliques, dégoulinante d'un liquide noir. Je lance un regard à Malia et hoche la tête. « Ça va aller !» J'essaie de lui dire avec les yeux. J'ai ce qu'il me faut. Ce que je m'apprête à faire demande beaucoup d'énergie. Heureusement, il est encore assez tôt dans la soirée et nous n'avons pas roulé longtemps. Je devrais pouvoir en rassembler assez d'énergie. Je me relève lentement. Les 3 autres otages me chuchotent sèchement. « Tu vas te faire tuer. Reste au sol. Ne joue pas au héros. » Malia les apaise doucement et acquiesce. « Fermez les yeux et bouchez-vous les oreilles. » leur murmurai-je. Le jeune homme, Josh, d'après ce que j'ai pu extraire de son esprit affolé, fouille la vitrine verrouillée des médicaments derrière le comptoir. Il veut de la pseudoéphédrine et tout ce qu'il peut prendre. L'argent de la caisse ne sera qu'un détail. Mes pas sont lents et mesurés. Il ne doit pas me voir avant que j'aie pris la bonne forme. La transformation s'achève. Je regarde à travers les yeux larges et humides de la bête. Je renifle bruyamment et grogne. Josh me voit. Tout tombe. Les objets dans ses mains. Son visage se décompose. Et le contenu de sa vessie. Il est coincé derrière le comptoir. Aucune échappatoire tandis que j'avance vers lui. Ses cris montent et je replonge dans son esprit encore une fois. « Ton âme » gronde ma voix monstrueuse dans sa tête. Je sais ce que tu as fait à Cassie. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait à Cassie, mais je sais qu'elle est dans son esprit, entourée d'une immense culpabilité. Il y a de fortes chances qu'il ne s'en souvienne même pas clairement. Il se met à hurler. J'appuie sur chaque bouton que je trouve. Je transforme mon corps monstrueux selon ses pires cauchemars. J'ai promis à Malia il y a des années que les dégâts ne seraient pas permanents, juste suffisants pour les neutraliser pour le reste de leur vie. C'est brutal, mais cela rend le monde plus sûr. Quand j'ai terminé, Josh est recroquevillé en position fétale, gémissant sans cohérence. Je suis redevenu moi-même, épuisé, assis contre le réfrigérateur des sodas. J'appelle Malia, c'est terminé. Tout le monde sort prudemment et me fixe, les yeux écarquillés. Je suis livide, les lèvres pâles, de larges cernes sombres sous les yeux. Josh ne hurle plus, il gémit doucement. Je regarde le vendeur avec gravité. Vous ne voulez pas l'attention que la vérité attirerait? Effacez la vidéo de surveillance, puis appelez la police. Dites qu'il est entré et qu'il a perdu la tête. Il ne pourra rien raconter. Il hoche la tête, effrayé mais prêt à me faire confiance. Nous ne pouvons pas rester avec Malia. Je ne peux pas parler aux policiers et malgré mes capacités, je me sens très mal. Et je n'aime pas manipuler l'esprit d'innocent. Ça ressemble à une violation. Il nous aide à rejoindre la voiture. Le couple nous propose même de les suivre jusqu'à un restaurant tout proche. Ils ont besoin de parler. Le restaurant a un style rétro, plus par manque de moyens que par esthétique. La serveuse, fatiguée, ne pose aucune question. Elle a vu pire. Je commande un steak saignant et des œufs. Et j'engloutis la viande presque d'une seule traite. Le sang me rend mes couleurs, mon énergie revient. Je mange les œufs comme un humain normal. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demandai-je. Le mari me fixe. « Qu'est-ce que vous êtes ?» On me l'a déjà demandé autrefois. Malia aussi d'ailleurs, quand nous étions enfants. Je suis aussi humain que vous, avec une différence majeure. Je suis né après que ma mère soit restée morte environ 5 minutes. Un cambrioleur lui a tranché la gorge. Je n'aurais pas dû survivre. Les vivants ne naissent pas des morts, mais parfois ça arrive. Et lorsque c'est le cas, certaines particules de l'univers, attirées par la mort, les miracles et l'impossible,
s'attache à ce qui reste. Et c'était moi, un nouveau-né prématuré, né d'un cercueil. Ces formes invisibles m'entourent depuis toujours. Tout est énergie, particules et longueur d'onde. La haine, l'amour, la douleur, la joie, tout émet une charge. Et je peux les lire, je peux les manipuler, mais cela me vide, cela m'épuise. Mon tour d'esprit n'est qu'une lecture des ondes cérébrales. Ce que vous émettez vous revient, à moi aussi. Je parle le plus scientifiquement possible et le couple m'écoute. Mais tout le monde ne le vit pas aussi bien. Mes grands-parents n'étaient pas prêts pour un nourrisson qui faisait sauter les fusibles quand il pleurait, ni pour un enfant qui dérègle les appareils électriques en riant. Savoir que ceux qu'on aime ont peur de vous, c'est une solitude terrible. Une tante versée dans les vieilles magies m'a pris avec elle. J'ai appris le contrôle, j'ai presque mené une vie normale. Ça doit être difficile, murmure la femme. Je marque une pause. Parfois, ouais, mais parfois, comme aujourd'hui, je sauve des vies. La conversation devient banale. Leurs enfants, nos métiers. Leur librairie dans une petite ville californienne nichée dans les séquoias. Nous échangeons même des coordonnées. Malia démarre, nous repartons dans l'obscurité du désert. Nous trouverons un endroit où passer la nuit. Avec un peu de chance, le reste du voyage sera calme. Avec un peu de chance. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le message disait seulement « Clique sur le lien ». J'ai toujours adoré les films d'horreur. Quand j'étais plus jeune, je ne m'en rendais peut-être pas compte, mais j'étais avide de la peur que ces films me procuraient. Inconsciemment, j'aimais la façon dont ils me tenaient éveillé la nuit, mes petits yeux inquiets scrutant les ombres de ma chambre pour voir quelle créature pouvait bien appeler l'obscurité sa maison. C'était au point que je me réveillais au milieu de la nuit, vers 1h du matin, pour me faufiler dans le salon et regarder les films d'horreur qui passaient tard à la télévision. Souvent, mes parents me surprenaient une demi-heure plus tard, assis sur le canapé, enveloppé dans ma petite couverture et serrant mon ours en peluche, les yeux rivés sur l'écran. On m'envoyait immédiatement au lit, avec la promesse d'une punition le lendemain matin. Elle ne venait jamais, mes parents étaient trop fatigués pour se souvenir de m'avoir attrapé. Parfois, cependant, j'arrivais à regarder un film en entier, du moment où je me glissais sous le canapé jusqu'au générique de fin. Ensuite, le retour jusqu'à ma chambre devenait une course folle de terreur, essayant d'éviter tous les monstres imaginaires qui, dans mon esprit d'enfant, pouvaient surgir pour m'attraper. Je réussissais toujours à rentrer sain et sauf. Ça me faisait me sentir comme Indiana Jones. Mais aujourd'hui, je n'aime plus les films d'horreur. Pas après ce qui s'est passé. J'étais à l'université quand l'événement est arrivé. Alors que beaucoup associent la vie étudiante aux fêtes, à l'alcool et aux aventures sans lendemain, mon expérience était beaucoup plus calme. Quand je ne travaillais pas sur mes projets et mes devoirs, je passais mes soirées avec mon véritable amour, mon compte Netflix. Dès la fin de mes cours, je retournais dans ma chambre du campus, je mettais des vêtements confortables et je passais mes nuits à regarder des films d'horreur jusqu'à 4h du matin. C'était la meilleure et la moins chère des addictions. Les rares personnes avec qui je passais du temps partageaient la même passion. Nous adorions avoir peur. Nous comparions nos avis, nous discutions des théories et organisions parfois des marathons de films d'horreur le samedi soir avec des pizzas et des montagnes de snacks. Beaucoup d'entre nous participaient aussi à un forum en ligne consacré aux films d'horreur. J'ai quitté ce forum depuis. Avec le temps, j'avais presque épuisé tout le catalogue de films d'horreur disponible. J'avais vu les classiques, les films cultes, les mauvais films, les films muets, les slashers, les productions étrangères.
J'en étais même arrivé à regarder les films notés 1 étoile. Un soir, je me suis plaint de ce manque de nouveautés sur le forum. Avec le recul, je réalise que c'était la pire erreur de ma vie. Si je n'avais jamais écrit ce message, certains d'entre nous seraient peut-être encore en vie. Le lendemain, une membre du forum, que j'appellerai Scream Queen 69, est venue nous voir. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, le visage pâle. Elle nous expliqua qu'après avoir écrit sur le forum la veille, un autre membre lui avait envoyé un message privé avec un lien vers un site étrange. Selon lui, ce film allait changer sa vision de l'horreur pour toujours. Au début, elle avait ignoré le message. Mais l'utilisateur, nommé Behind You, avait continué à lui écrire. Les premiers messages étaient simples. « Tu as regardé ? Qu'en penses-tu » Puis ils sont devenus beaucoup plus agressifs. « Clique sur le lien. Clique sur le lien, je te dis. Clique sur le putain de lien !» Finalement, les messages se répétaient frénétiquement. « Clique le lien, clique le lien, clique le lien, clique le lien !» Les jours suivants, le harcèlement continua. Elle reçut des mails, des messages, même des SMS d'un numéro composé uniquement de 0. Toujours le même message. « Clique sur le lien !» Même lorsque son téléphone était éteint, il sonnait. Elle retira la batterie de force. Il sonnait encore. Elle plongea son téléphone sous l'eau et il sonnait encore. Elle le mit dans le micro-ondes et le fit fonctionner pendant 5 minutes. Même brûlé et fondu, il sonnait encore. Elle devenait folle. Le 5e jour, elle ne vint plus déjeuner avec nous. 2 jours plus tard, son colocataire se plaignit d'une odeur venant de sa chambre. La police découvrit son corps. Ils conclurent à un suicide, une overdose de somnifères. Elle avait été retrouvée affalée sur son bureau devant son ordinateur portable. Le forum était ouvert sur l'écran. Quelques jours plus tard, j'ai réussi à entrer dans sa chambre. Je voulais comprendre. Je me suis assis sur son lit avec son ordinateur portable et j'ai ouvert ses messages. Des centaines de messages du même utilisateur. Tous contenaient le même lien. Mais l'un d'eux était différent. Le lien était violet. Il avait été cliqué. Curieux, j'ai cliqué à mon tour. La vidéo s'est ouverte. Au début, l'écran était sombre. Puis l'image est devenue plus nette. Un bureau, des posters sur un mur, quelqu'un assis sur un lit et une autre personne derrière lui avec un sourire immense. C'est à ce moment-là que j'ai compris. La personne assise sur le lit, c'était moi, dans la chambre de mon ami, et la lumière de la webcam était allumée. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Fait réel. La folle histoire de Bobby Dunbar. Au début du XXe siècle, dans le sud profond des États-Unis, une histoire étrange a bouleversé tout un pays. Une histoire de disparition, de mystère, de vérité incertaine, et d'un enfant dont l'identité restera discutée pendant près d'1 siècle. Cette histoire est celle de Bobby Dunbar. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que rien n'est inventé. Août 1912. L'été est lourd et humide en Louisiane. L'air est épais, saturé d'odeurs de marais, de terre chaude et d'eau stagnante. Les cigales chantent sans arrêt dans les arbres, et le soleil écrase la campagne d'une chaleur écrasante. La famille Dunbar décide de profiter de quelques jours de vacances près d'un endroit sauvage et magnifique, Swayze Lake. Mais malgré son nom, ce lac n'est pas vraiment un lac. C'est un vaste marécage sombre, entouré de cyprès noueux.
où l'eau disparaît sous les herbes épaisses et les racines tordues. Les habitants du coin racontent que l'on peut s'y perdre facilement, que certaines zones sont si profondes que même les pêcheurs expérimentés les évitent, et surtout que les alligators y sont nombreux. La famille arrive avec 2 enfants, le petit Bobby, 4 ans, et son frère Alonzo. Bobby est un enfant énergique, curieux, toujours en train d'explorer, toujours prêt à courir vers quelque chose d'inconnu. Ses parents installent leur campement près de l'eau. Pendant que les adultes discutent et préparent le repas, les enfants jouent près des arbres. Le soleil descend lentement. Les ombres deviennent longues. Et puis, à un moment presque banal, quelqu'un demande « Où est Bobby ?» Au début, personne ne s'inquiète. Les enfants disparaissent souvent quelques minutes pour explorer. On appelle son nom 1 fois, puis 2 fois, puis 10 fois. Mais le petit garçon ne répond pas. Les parents commencent à fouiller les alentours. Ils regardent derrière les arbres, sous les buissons, près de l'eau, mais Bobby n'est nulle part. Très vite, la panique s'installe. On alerte les voisins, puis les autorités. En quelques heures, des dizaines d'hommes fouillent les marais de Swayze Lake. Ils avancent dans l'eau jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille. Ils écartent les branches, sondent la boue avec des bâtons et scrutent la surface noire de l'eau. Certains pensent déjà au pire. Un enfant de 4 ans dans un marécage rempli d'alligators. Les jours passent, puis des semaines. Les journaux de Louisiane commencent à parler de l'affaire. On drague le lac, on inspecte les marais, on explore chaque recoin. Mais on ne trouve rien. Pas un vêtement, pas une trace, pas un corps. Le petit Bobby Dunbar semble s'être évaporé. 8 mois passent. 8 longs mois pendant lesquels la famille vit dans une douleur constante. Les parents refusent d'abandonner l'espoir, mais tout le monde autour d'eux pense que l'enfant est bel et bien mort. Puis un jour, au printemps 1913, une rumeur étrange apparaît. Dans l'État voisin du Mississippi, plusieurs témoins disent avoir vu un homme étrange voyager avec un petit garçon. L'homme s'appelle William Cantwell Walters. C'est un ouvrier itinérant. Il se déplace de ville en ville pour trouver du travail. Certains disent qu'il vend des outils, d'autres qu'il répare des machines. Et avec lui, il y a un enfant. Un petit garçon d'environ 4 ans. Les autorités décident d'enquêter. Après plusieurs semaines de recherche, elles retrouvent finalement l'homme et l'enfant dans une petite ville. Quand la police arrive, l'homme semble surpris mais pas paniqué. On lui demande qui est l'enfant. Il répond calmement que le garçon s'appelle Bruce et qu'il s'occupe de lui depuis longtemps. Mais les policiers ne sont pas convaincus. Le garçon ressemble énormément aux photos de Bobby Dunbar publiées dans les journaux. On décide alors de prévenir la famille Dunbar. Quelques jours plus tard, les parents arrivent pour voir l'enfant. La scène est étrange. Devant eux se tient un petit garçon sale, bronzé par des mois passés sur les routes, portant des vêtements usés. Sa mère s'approche. Elle l'observe longuement. Puis elle dit doucement « C'est mon fils ». Le père confirme. Pour eux, il n'y a aucun doute. Ils reconnaissent Bobby. William Cantwell Walters est immédiatement arrêté pour enlèvement. Mais l'affaire devient encore plus étrange lorsqu'une autre personne apparaît. Une femme nommée Julia Anderson. Elle affirme que le garçon n'est pas Bobby. Elle affirme que c'est son fils. Selon son histoire, elle avait confié l'enfant à Walters, un ami de la famille, pour qu'il voyage avec lui quelque temps. Elle n'avait pas les moyens de s'occuper de lui correctement. Mais maintenant, elle veut récupérer son fils. Et elle est catégorique. L'enfant s'appelle bien Bruce Anderson, pas Bobby Dunbar. Ensuite, un procès commence.
Dans la salle d'audience, l'atmosphère est électrique. D'un côté, la famille Dunbar, respectée, soutenue par la communauté. De l'autre, Julia Anderson, pauvre, seule, peu éduquée. On amène l'enfant devant les deux femmes. Chacune tente de prouver qu'elle est sa mère. Mais le petit garçon est confus. Il semble reconnaître certaines choses, puis hésite. Le doute plane dans toute la salle. Finalement, le tribunal tranche. La décision tombe. L'enfant sera rendu à la famille Dunbar. William Cantwell Walters est condamné à la prison pour enlèvement. Quant à Julia Anderson, elle rentre chez elle, seule. Les années passent, le garçon grandit et il vit toute sa vie en tant que Bobby Dunbar. Il se marie, il a des enfants, il devient un adulte respecté. Et pendant presque tout le XXe siècle, l'affaire est considérée comme résolue. Un enfant enlevé, un enfant retrouvé, un enfant rendu à sa famille, fin de l'histoire. Mais près de 100 ans plus tard, quelque chose change. Au début des années 2000, les descendants de la famille Dunbar décident de réaliser des tests ADN. La science moderne peut enfin répondre à la question que personne n'avait pu résoudre en 1913. L'ADN prouve que l'homme qui a vécu toute sa vie comme Bobby Dunbar n'était pas lié biologiquement à la famille Dunbar. Pas du tout. Ce qui signifie une chose terrifiante. L'enfant rendu à la famille Dunbar en 1913 n'était pas Bobby Dunbar. Il était très probablement le fils de Julia Anderson. Et le véritable Bobby Dunbar, l'enfant disparu dans le marais en 1912, n'a jamais été retrouvé. Jamais. Et personne ne saura probablement jamais ce qui lui est arrivé ce jour-là, au bord de Swayze Lake. Une disparition, une erreur judiciaire et une vérité restée cachée pendant presque un siècle. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il avait deux yeux différents. Les scientifiques ont voulu savoir pourquoi. L'hétérochromie iridienne est simplement une façon scientifique et compliquée de dire que j'ai deux yeux de couleurs différentes. C'est la première chose que les gens remarquent quand ils me rencontrent. « Waouh, c'est trop cool !» C'est la réaction la plus courante. En général, je ferme un œil et je réponds « Ouais, ça l'est ». Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que mon hétérochromie iridienne a un prix très élevé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Peut-être que je suis né comme ça. Peut-être que le fait d'avoir deux couleurs d'yeux a provoqué ça, mais je suis psychologiquement instable. Complètement. J'ai 20 ans et je pourrais déjà être interné. Avant que vous disiez que je mens ou que vous partiez, laissez-moi vous préciser que c'est un type très particulier de folie. Un trouble dissociatif de l'identité. Une manière scientifique de dire des personnalités multiples. Oui, je sais ce que vous pensez. Les yeux ? Eh bien, laissez-moi vous dire que tous les spécialistes ont plus ou moins la même théorie. J'ai été le sujet de nombreux articles psychologiques, d'études et d'analyses. Et tous les grands experts affirment que mon état est directement lié à mon hétérochromie. Moi, je ne suis pas convaincu. Après tout, c'est mon esprit dont il parle, non ? J'ai bien le droit d'avoir mon opinion, non ? Certains psychologues un peu extrêmes pensent que je représente littéralement un équilibre entre le bien et le mal absolu. Selon eux, mon œil brun très foncé, presque rouge, reflèterait mon côté maléfique, tandis que mon œil bleu clair contiendrait mon côté bon, une sorte de Mère Teresa intérieure. Franchement, c'est ridicule. La psychologie est peut-être une science récente, mais quand même, on dirait le scénario d'un film de James Bond. Mais peut-être qu'ils n'ont pas totalement tort. J'aime faire semblant d'être normal. Par exemple, quand je vois ma jolie voisine d'en face,
La plupart du temps, j'ai envie de lui demander comment s'est passée sa journée, et peut-être trouver le courage de l'inviter à sortir. Mais parfois, j'ai envie de lui couper les tendons d'Achille et de l'attacher à un tapis roulant. C'est pour ça que j'ai décidé de suivre ce traitement. La dernière équipe de scientifiques a imaginé un plan. Me plonger dans un coma artificiel et laisser mes deux consciences se battre pour le contrôle de mon corps. Ça paraît fou, non? L'œil bleu contre l'œil brun-rouge. Le bien contre le mal. Le gagnant prend tout. Il m'a fallu un peu de temps pour accepter, mais j'ai finalement décidé de le faire. Je ne crois pas vraiment avoir plusieurs personnalités, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Dans tous les cas que j'ai étudiés, les personnes ont deux identités distinctes. Moi, non. Je suis Jordan Cormac et je n'ai jamais cru être quelqu'un d'autre. Ma mère, elle, est convaincue que j'ai une autre personnalité. Simplement endormie dans mon subconscient. Elle m'encourage à accepter le traitement. Quand elle m'en a parlé pour la première fois, j'ai eu envie de lui découper les oreilles et de les lui faire manger. Avec de la sauce tartare. C'est après cette pensée que j'ai compris que j'avais vraiment besoin d'aide. Alors aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, je vais affronter mon côté maléfique. Je ne m'attends pas à grand-chose. Je ne serais même pas surpris de me réveiller du coma sans rien ressentir. Mais ça vaut la peine d'essayer, non? En entrant dans la clinique, je suis accueilli par 3 médecins et ma mère. Un des scientifiques me dit « Nous voulons éliminer toutes vos peurs, Jordan. Nous surveillerons vos constantes vitales et nous vous réveillerons si cela devient dangereux. » Ma mère sourit simplement. Ils me conduisent vers un lit entouré de machines et d'écrans. Certains servent à me nourrir, d'autres à surveiller mon cerveau. Les autres, je n'en ai aucune idée. Je m'allonge, ma mère prend ma main. Une larme coule sur sa joue. « Je t'aime, Jordan, » me dit-elle. Je lui envoie un baiser. On place ensuite un masque sur mon visage. « Donne tout ce que tu as, Jordan. Nous avons entraîné ton esprit pendant des mois. Nous sommes convaincus que tu te réveilleras entier. » Je hoche la tête, puis tout devient noir. Le récit se situe maintenant du point de vue de la mère. La chose la plus difficile pour une mère, c'est de ne pas savoir lequel va se réveiller. Jordan est le fils le plus doux qu'une mère puisse souhaiter. Mais je me souviens encore de la première nuit où j'ai rencontré Adam. Jordan ne croit pas qu'il possède une autre personnalité. Je suppose qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Tout a commencé quand Jordan était encore petit. Un soir, après lui avoir lu une histoire, je l'ai couché. 1 heure plus tard, je me suis réveillé en le voyant debout au-dessus de mon lit avec un oreiller. Il a dit « Bonjour, Kendra », puis il a essayé de m'étouffer avec l'oreiller. Heureusement, il était encore petit et j'ai réussi à me défendre, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose de profondément mauvais. Il ne jouait pas, il était quelqu'un d'autre. Il ne m'avait jamais appelé par mon prénom avant. Il disait « maman » comme tous les enfants. Jordan ne se souvient de rien. Il ne se souvient pas des cris dans les chambres capitonnées. Pour lui, il a simplement un côté sombre. Il ne sait pas que ce côté est une véritable personnalité meurtrière. Adam. Pendant des années, Jordan est parfois devenu Adam. Souvent la nuit, sans raison ni logique. Je pouvais coucher Jordan et 1 heure plus tard trouver notre chat découpé en morceaux sur le sol par Adam. Moi, je suis mère célibataire. J'ai consacré ma vie à mon fils. Je ferai n'importe quoi pour qu'il aille mieux. Je ne veux plus jamais rencontrer Adam. Les médecins ont réussi à enfouir Adam dans son esprit et à faire oublier son existence à Jordan. Mais je sais qu'il est toujours là. 2 ans plus tôt, je lui ai demandé de sortir les poubelles. Il m'a regardé avec un sourire terrifiant et m'a dit « Fais-le toi-même, Kendra ». Puis il a cligné des yeux et m'a demandé « Est-ce que j'ai dit quelque chose, maman ?» Et c'était Jordan. C'est pour ça que j'ai choisi ce traitement. Je ne peux pas aimer un monstre. Soit Jordan reste,
soit plus rien. 2 jours passent pendant que Jordan dort. Puis, à 3 heures du matin, il commence à convulser violemment. Je crie « Réveillez-le !» Les médecins répondent « On ne peut pas. S'il se réveille maintenant, son cerveau sera détruit. Il doit se battre. » Après plusieurs minutes, il décide qu'il est possible de le réveiller. Je regarde mon fils. « Faites-le !» Le médecin injecte un produit dans la perfusion. Dans un bureau non loin, 2 médecins discutent. L'un d'eux dit « Nous avons peut-être commis une erreur. » Il pensait que l'œil brun représentait la personnalité maléfique. Mais peut-être que c'est l'œil bleu. Les choses les plus maléfiques sont parfois les plus belles. Il décide de ne rien me dire. Et Jordan se réveille. Je pousse un cri. Les médecins accourent. Qu'est-ce qui se passe? Je souris. Tout va bien, regardez ses yeux. L'œil brun a disparu. Il a 2 magnifiques yeux bleus maintenant. Jordan me regarde et il sourit. Puis il me demande de pencher mon oreille. Je me rapproche de son visage et je l'entends dire calmement « Tu vas en chier, Kendra. » N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quand j'avais 14 ans, j'avais un meilleur ami qui s'appelait Boone Hicks. Il était très mignon, avec de longs cheveux blonds, des yeux verts irlandais et un visage elfique. Il était un peu petit, il mesurait environ seulement 1,50 m, et nous passions la plupart de notre temps à l'intérieur, car il avait la peau très claire. Ses parents ne l'aimaient pas beaucoup, alors il passait la plupart de son temps chez moi, mais cela ne me dérangeait pas. C'est lorsque sa tante a annoncé le sexe de son futur bébé que les choses ont commencé à devenir bizarres. Quand le médecin m'a annoncé la nouvelle, j'étais tellement excitée, a déclaré sa tante Caroline en caressant affectueusement son ventre. Je savais que ce serait une fille. Nous étions tous chez Boone, assis dans le salon. Il m'avait invité pour que je rencontre sa tante. Boone la regardait fixement, les yeux verts perçants et l'expression vide. « Non, ce sera un garçon, » dit-il, tout en continuant à fixer Caroline d'un regard intense. Elle lui lança un regard interrogateur. « Mais les médecins ont dit que ce serait une fille. » « Je suppose qu'il y a eu erreur, » dit-il sans changer d'expression. « Ce sera un garçon. » Sa tante le regarda avec inquiétude. « Tu te sens bien, Boone? Pourquoi dis-tu ces choses ?»« Je l'ai senti, » répondit-il simplement, en baissant les yeux vers le sol. Sa mère lui lança le livre qu'elle était en train de lire, qu'il atteignit en pleine poitrine. Il tomba par terre, mais il ne le regarda même pas. « Boone, tais-toi, idiot! Arrête d'effrayer ta tante !»« Attends, Julie, » dit sa tante en levant la main. « Qu'est-ce que tu as ressenti d'autre à propos du bébé ?»« Eh bien, c'est un garçon, » dit-il, ce qui fit lever les yeux au ciel à sa mère. « Et il va naître 1 mois plus tôt, le 3 janvier à 11h30 pour être exact. » Il se remit à fixer sa tante du regard. « Tu pensais appeler ta fille Addison, mais maintenant tu vas appeler ton fils Hayden. » Sa tante écarquilla les yeux. « Comment tu le sais ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Je n'en ai parlé à personne. » Je l'ai senti. « Non !» hurla-t-elle en lui saisissant les épaules. « Comment tu as su ça ?»« Je te l'ai dit, je l'ai senti. »« Arrête de dire ça, espèce de taré !»« Hé !» dis-je en m'interposant avant qu'elle ne pique une crise. « C'est sûrement juste une coïncidence qu'il ait deviné son nom. Je veux dire, il y a combien de choix possibles en fait ? Tu as dit que tu voulais que son nom commence par A, n'est-ce pas ?» demandai-je en me souvenant de quelque chose que Boone m'avait dit quelques semaines plus tôt. En plus, tu n'as même pas encore vérifié s'il avait raison au sujet de la date de naissance ou du sexe. Tout le monde doit se calmer. Caroline m'a regardé pendant un moment, et j'ai vraiment cru qu'elle allait me gifler. Elle s'est simplement levée. Je m'en vais. Et c'est ce qu'elle a fait. « Boone, tu as tout gâché. Sors d'ici !» a crié Madame X en nous poussant, Boone et moi, vers la porte d'entrée. J'ai décidé de laisser Boone dormir chez moi cette nuit-là. « Mec, pourquoi t'as fait ça ?» lui ai-je demandé alors que nous marchions sur la route, le soleil se couchant au loin. Je trouve que c'était un peu exagéré. Mais, dit-il doucement comme s'il était sur le point de pleurer, je l'ai senti. À ce moment-là, j'ai senti des frissons me parcourir l'échine, et j'ai dormi aussi loin que possible de Boone cette nuit-là. Quelques mois plus tard, sa tante a donné naissance à un petit garçon, 1 mois avant terme,
le 3 janvier, à 11 heures du matin, et elle l'a appelé Hayden. Je ne pense pas qu'il ait jamais revu sa tante Caroline. Les mois passèrent, et nous oublions rapidement la frayeur que Boone avait causée à sa tante. Nous continuâmes à mener notre vie normale, à traîner ensemble et à jouer aux jeux vidéo comme avant. Jusqu'à mon accident. Un jour, je rentrais seule de l'école, car Boone était resté à la maison parce qu'il avait un rhume. L'école n'était qu'à quelques pâtés de maison de chez moi, mais je décidai de m'arrêter à une station-service pour acheter un Pepsi avant de rentrer. Pour cela, je devais traverser la rue. N'oubliez pas que j'avais 14 ans. Si je ne voyais pas de voiture passer juste devant moi, je n'attendais pas avant de traverser la rue. Je me suis mis à courir sans réfléchir. Tout ce que j'ai entendu, c'est un crissement de pneus et un choc. Puis, plus rien. Quand j'ai repris conscience, on me transportait dans une chambre d'hôpital et on me piquait avec des aiguilles. Je ne sais pas depuis combien de temps j'étais là quand l'un des médecins est entré dans ma chambre. « Excusez-moi, mais quelqu'un est venu vous voir. » Je m'attendais à voir mes parents, mais c'est Boone qui a franchi la porte. Il s'est précipité à mes côtés, les larmes aux yeux. Ses mains ont plané au-dessus de moi comme s'il avait peur de me faire mal en me touchant. Il a finalement posé l'une d'elles sur mon front. « Je savais que je te trouverais ici, » a-t-il murmuré, les lèvres tremblantes. « Je le sentais. » Ces mots me firent frissonner. Je ne savais pas ce qui se passait avec Boone, mais cela m'effrayait un peu. « Tu as appelé mes parents ?»« Oui, » répondit-il en s'asseyant sur une des chaises en plastique à côté du lit d'hôpital. « Ils sont en route. »« Boone » commençai-je en tournant la tête pour le regarder. Je ne pouvais pas bouger ma jambe gauche et j'avais un mal de tête atroce. « C'est quoi ces sensations que tu ressens ?» Je devais lui demander, ça me rongeait. « Je ne sais pas » marmonna-t-il en jouant avec les manches de sa chemise. « Je suis assis là et tout à coup, je sais quelque chose avant que ça n'arrive, ou avant que quelqu'un d'autre ne le sache. » J'ai regardé une dernière fois ses yeux verts irlandais. Il semblait bien plus effrayé que je ne l'étais moi-même. « C'est vraiment cool. » Il m'a souri, puis mes parents sont arrivés, hurlant et criant que j'aurais dû faire attention aux voitures. Plus tard dans la journée, on m'a posé un plâtre, ma jambe gauche a été déclarée cassée et j'avais une légère commotion cérébrale. Ce n'est qu'1 an plus tard que Boone a eu d'autres sentiments, mais le dernier me hante encore aujourd'hui. C'était une journée tout à fait normale, comme toutes les autres, sauf que Boone avait été exceptionnellement silencieux à l'école. Je lui en ai parlé pendant le déjeuner, mais il m'a répondu en haussant les épaules qu'il n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente. Je n'étais pas convaincue, mais j'ai laissé tomber. Boone n'est pas rentré avec moi cet après-midi-là, mais je n'ai pas retraversé la route. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai dîné et je me suis couchée comme d'habitude. Je me suis réveillée à 2 heures du matin, selon mon réveil, par des coups frappés à ma fenêtre. J'ai gémi en me frottant les yeux et retournant vers la fenêtre. Boone se tenait dehors en pyjama, me faisant signe de venir. Et j'ai soupiré. Je suis tombée du lit et je me suis traînée jusqu'à la fenêtre. Je l'ai déverrouillée et ouverte d'un coup sec en passant la tête dehors. « Qu'y a-t-il ? Tu ne devrais pas être au lit ? »« Allez, viens !» m'a-t-il dit en me faisant signe de grimper dehors. J'ai haussé un sourcil. « Quoi ? Chut, sors, on va au poste de police. »« Mais de quoi tu parles ?» demandai-je en fermant les yeux. Je voulais juste lui claquer la fenêtre au nez et retourner me coucher. « Fais-moi confiance !» Il me lança un regard suppliant et j'enfilai mes chaussures à contre-cœur. « D'accord » ai-je rétorqué en sortant par la fenêtre en sautant à terre. « Et si mes parents l'apprennent, tu es mort. » Boone n'a rien dit. Il s'est simplement mis à courir vers le poste de police. Vous auriez dû voir l'expression du policier lorsque Boone lui a demandé de prendre mes empreintes digitales. Il l'a regardé comme s'il avait 2 têtes, mais il m'a emmené dans une pièce et a fait ce que Boone lui avait demandé. Après avoir lavé l'encre sur mes doigts, je suis retournée dans la pièce où Boone parlait à l'un des policiers. En m'approchant, je l'ai entendu lui dire de comparer mes empreintes digitales à celles d'une personne disparue depuis 11 ans. Je me suis figée sur place. Il devait être fou. J'ai senti comme un poids tomber dans mon estomac et j'ai cru pendant un instant que j'allais vomir sur le sol du commissariat. J'ai commencé à trembler, puis je me suis précipitée vers la porte avant qu'il ne remarque que j'écoutais. J'ai laissé Boone au commissariat cette nuit-là et j'ai couru jusque chez moi. Je suis entrée par la fenêtre, je me suis effondrée sur mon lit et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quelques semaines plus tard, mes parents ont été traduits en justice puis condamnés à une peine de prison pour enlèvement. Apparemment, je ne m'appelais pas Victoria. Je m'appelle Amanda et j'ai été enlevée à mes parents quand j'avais seulement 4 ans. La police a retrouvé mes vrais parents que j'ai rencontrés le jour où mes parents ont été emprisonnés. Ils pleuraient et m'embrassaient, disant qu'ils pensaient ne jamais me revoir. Ils m'ont dit que j'allais déménager avec eux dans un autre état, pour retourner chez moi dans le Montana. Je devais quitter Boone. Nos adieux ont été brefs et se sont terminés par une longue étreinte et quelques larmes.
Je n'oublierai jamais Boone Hicks et l'impact qu'il a eu sur ma vie. Et tandis que je le regardais me faire signe de la main alors que je montais dans l'avion pour le Montana avec mes vrais parents, je ne me suis pas demandé comment il avait su que j'étais portée disparue. Je savais qu'il l'avait senti. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est fini, c'est trop pour moi. Je ne veux plus être agent de sécurité. J'ai vécu des missions périlleuses, que ce soit la protection de sites gouvernementaux ou des heurts face à des personnes armées dans un lieu public. Le danger ne me faisait pas peur, ça me donnait de l'adrénaline. Toutefois, ce site était sans aucun doute celui de trop. Nous avions été assignés à la protection nocturne d'un site hospitalier, avec 2 collègues. Frank, ou Frankie, était plutôt le rigolo de service, le gars qui savait remonter le moral des autres. Yassim, surnommé l'Armoire, était le grand gaillard du service. Celui que tu n'as pas envie de voir se mêler d'une bagarre. Nous avons tenté de recueillir plus d'informations sur le site auprès de notre supérieur, mais c'était tout ce que nous avions. Un simple site hospitalier à surveiller pendant la nuit. Il est courant que les agents de sécurité soient sollicités pour effectuer des rondes nocturnes. Nous sommes allés avec notre véhicule de société, une petite fourgonnette, jusqu'au milieu du site. En arrivant, nous avons été surpris de découvrir un lieu hospitalier en pleine forêt. Il n'y avait aucune trace de civilisation autour du site, le grillage était intact et il n'y avait aucun réseau. Heureusement, on avait notre jeu de cartes pour s'occuper. En rentrant sur le site, on avait repéré les 3 bâtiments à surveiller. Ils paraissaient âgés, d'une couleur assez sobre, du blanc et du gris clair. À leurs pieds, on pouvait voir quelques marques d'usure, comme si quelqu'un ou quelque chose avait légèrement griffé les murs. Le propriétaire des lieux nous avait donné des explications sur place. « Votre bâtiment de garde est au fond. Vous avez une vue sur les 2 autres bâtiments. Celui à gauche, c'est les archives. Celui à droite, c'est les dossiers liés à d'anciens salariés. » Rien d'impressionnant. Néanmoins, on se demandait pourquoi il gardait des dossiers papier dans de grands bâtiments, alors qu'il était envisageable de tout numériser. Ce n'était pas à nous de poser des questions. En tant qu'agent de sécurité, on obéit et on agit comme un robot. En arrivant au poste de garde, on remarquait qu'il était très endommagé par les griffures. Notre fourgonnette était garée dans le garage du poste de sécurité et nous avions attendu jusqu'à la nuit. En fouillant un peu, j'avais découvert quelques feuilles qui mentionnaient l'hôpital psychiatrique ainsi que des plans du site. On avait un peu plus d'informations sur ce centre hospitalier. Les premières heures de cette nuit étaient tout à fait normales. Personne ne venait. C'était sombre dehors car il n'y avait aucune lumière. Il fallait sortir avec notre lampe torche pour faire les rondes. Frankie avait fait la première ronde et il paraissait un peu pâle. Il nous affirmait avoir entendu des chuchotements et des pas derrière lui. On savait à quel point il adorait les blagues, alors on essayait de plaisanter avec lui, expliquant qu'il avait imaginé des choses. On ne l'a jamais revu en train de sourire. Bref, c'était à moi de faire la ronde. Je commençais à inspecter les bâtiments, mais il n'y avait personne aux alentours. Néanmoins, j'avais l'impression qu'il y avait du mouvement dans les bâtiments. C'était comme si des pas résonnaient et que des personnes parlaient entre elles. Ça me paraissait bizarre. Ce sont des bâtiments avec des archives. Il n'était pas censé y avoir quelqu'un. En voulant vérifier l'intérieur des bâtiments, j'ai remarqué que c'était fermé à clé. Et bien sûr, nous n'avions pas les clés. La situation était vraiment étrange et tendue. Je ne devais pas montrer ma peur, mais j'avais clairement l'impression que quelque chose clochait. J'étais rentré au poste et j'ai vu mes collègues me fixer, les yeux ébahis, comme si on m'avait pris pour un fantôme. Yassim a commencé à parler. « Putain, tu vas arrêter de jouer au con! Reste sérieux, nous fiche pas la trouille comme ça, mec !» Lorsque je lui ai demandé ce qui s'était produit, il m'avait rapporté avoir entendu des cognements et des grattements à la porte du garage. Je leur ai expliqué que je n'étais pas près du poste, et j'ai vu leur visage se blanchir. On en était venu à se poser la question de savoir s'il n'y avait pas eu
une intrusion sur le site. Lors de la ronde suivante, j'étais resté avec Frankie. On avait entamé une partie de poker à deux pour se relaxer, mais il était impossible de se concentrer sans penser à ce qu'on avait entendu. Ensuite, on avait commencé à entendre des grattements à la porte du garage, comme si quelqu'un s'était cogné. Il n'avait pas inventé cette histoire. Il y avait aussi des bruits suspects ici. Peu de temps après, on avait entendu des grattements sur les murs en pierre, jusqu'à ce qu'on ne perçoive plus aucun son. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, nous n'avions repéré personne dehors, ni même un animal. Nous avons pris notre courage à deux mains et sommes sortis pour vérifier s'il y avait quelqu'un qui se trouvait autour. Personne. Un peu plus tard, Yassim rentrait de sa ronde et il tremblait de peur. Il a lentement pointé son doigt vers l'extérieur. En observant à l'extérieur, j'ai remarqué qu'il y avait une lumière allumée dans une pièce du bâtiment des archives. Personne n'aurait pu accéder à cet endroit. Je me souvenais parfaitement que la porte était verrouillée. Les fenêtres étaient bloquées par des barreaux. C'était tout bonnement impossible de rentrer. Nous nous sommes regardés et nous savions que ce serait notre unique nuit sur ce site. Le lendemain matin, le propriétaire est venu au poste. Il était heureux de nous retrouver, nous demandant si nous avions passé une bonne nuit. L'ambiance n'était pas la même de notre côté. On lui a fait part de ce qu'on avait entendu. Les frappements à la porte, les grattements, les bruits provenant des bâtiments. Nous attendions qu'il nous explique. Impossible! Les patients sont tous morts depuis longtemps! Nous étions surpris. Le visage de Frankie était devenu aussi blanc que du linge propre. On lui avait alors signalé qu'il y avait une lumière allumée dans un bâtiment. Il est sorti et nous a montré ce qu'il y avait à l'arrière du bâtiment. C'est absolument impossible! Aucun compteur électrique n'est présent dans ces bâtiments depuis 13 ans. Regardez! Avant de partir, nous avions fait le tour du poste de garde. Des enfoncements étaient visibles sur le haut de la porte du garage, comme si quelqu'un avait tenté d'enfoncer la porte. En observant les murs, on remarquait des marques de griffes à une hauteur supérieure à 3 mètres. Elles n'étaient pas là hier. Après notre départ, mes collègues et moi avons sollicité un rendez-vous avec notre supérieur hiérarchique. Il nous avait informé que tous les agents qui étaient partis vers ce site, avant nous, lui avaient demandé de ne plus y revenir. Nous avons demandé exactement la même chose. J'ai fait des cauchemars pendant des nuits complètes. Yassim, lui, est en arrêt maladie. Il n'arrête pas d'avoir des cauchemars, lui aussi. Frankie n'a plus donné signe de vie. Mais en repensant à ses dernières paroles, je suis persuadé qu'on ne le verra plus que dans son cercueil. Moi, j'ai remis ma lettre de démission à mon patron et je suis devenu formateur pour ceux qui souhaitent devenir agents de sécurité. Je préfère ne pas leur révéler ce que j'ai vécu sur ce site pour ne pas les inquiéter. J'espère simplement que ce qui est présent sur le site n'en sortira jamais. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Depuis 30 ans, je suis payé pour surveiller une seule pierre tombale. Je fais ça depuis plus de 30 ans. 30 ans passés à rester assis là, à fixer une pierre tombale. Je ne sais même pas à qui elle appartient. Mais croyez-moi, j'ai tout fait pour le découvrir. Au fil des ans, j'ai scruté chaque partie de cette dalle de pierre, toute bosselée. Elle est tellement usée par les intempéries que seules les lettres du nom du défunt que je parviens à distinguer sont un B et un R. Pas grand-chose pour partir. Je sais que ce type, ou cette fille, est mort ou morte en 1872. C'est tout. Juste une date de décès. Je ne sais même pas qui est mon employeur. Cette opportunité m'est tombée dessus au sens le plus littéral du terme. J'avais 32 ans à l'époque. Je venais de me faire larguer par l'amour de ma vie. Et ma carrière dans le journalisme ne se déroulait pas comme je l'avais espéré.
Je me sentais particulièrement déprimé le soir où c'est arrivé. Je me suis saoulé comme un cochon et j'ai écrit l'article le plus mal écrit que l'on puisse imaginer. Des phrases interminables, des fautes de ponctuation à gogo, des erreurs grammaticales qui auraient fait rougir un enfant de maternelle. C'était une véritable abomination. À un moment donné, pris dans ma frénésie de frappe, j'ai dû m'assoupir. Car je me suis réveillé le lendemain pour découvrir que je m'étais endormi à mon bureau. Dans mon état second, j'avais réussi à faire tomber quelques feuilles sur mes genoux. C'est alors que j'ai remarqué la lettre. L'enveloppe d'un blanc immaculé portait un cachet de cire. J'ai tout de suite su qu'elle n'était pas là auparavant. J'ai pris un coupe-papier et j'ai déchiré l'enveloppe. Dans mon état de somnolence, je n'avais pas encore fait le lien. Je vivais seul. Alors comment cette lettre avait-elle atterri sur mes genoux ? J'ai laissé l'enveloppe tomber par terre pendant que je lisais son contenu. « Cher monsieur Calloway, nous vous contactons au sujet d'une opportunité d'emploi. Nous vous observons depuis un certain temps et nous sommes arrivés à la conclusion que vous correspondez parfaitement au poste. En ce qui concerne le poste lui-même, vous serez chargé de surveiller une tombe au cimetière de Blackstone du coucher au lever du soleil, les nuits de lundi, mardi, mercredi et dimanche, si vous acceptez. Vous devrez nous contacter immédiatement si vous constatez quoi que ce soit d'inhabituel. Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles, vos bienfaiteurs. » Au bas de la lettre figurait un numéro de téléphone, ainsi que le montant de mon salaire si j'acceptais l'offre. Même en ne travaillant que 4 jours par semaine, cela surpassait largement mon poste de journaliste. Bien sûr, j'ai pris tout ça avec des pincettes. J'avais probablement reçu cette lettre par plaisanterie, et j'avais oublié que je l'avais. Ou peut-être s'agissait-il d'un étrange devoir d'écriture rédigé par un adolescent. Mais elle m'était adressée, à moi. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'appeler ce numéro. Qu'est-ce que cela pouvait bien faire ? Ils ont décroché immédiatement après que j'ai composé le numéro. Je n'entendais rien d'autre que des parasites et une respiration superficielle à l'autre bout du fil. Je n'ai prononcé que 2 mots avant qu'ils ne raccrochent. « J'accepte ». Je ne m'attendais pas à recevoir de réponse, vraiment pas. Je pensais m'être fait avoir, même m'être fait passer pour un idiot. Mais ensuite, la 2e lettre est arrivée. « Cher monsieur Calloway, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'équipe. Votre première garde aura lieu demain soir. Venez équipé d'une lampe de poche, d'une veste et de quelque chose à lire. Bonne chance, vos bienfaiteurs. » Un plan du cimetière est tombé de l'enveloppe. Une tombe en particulier était marquée d'une grosse croix rouge. Même si j'étais sceptique, j'ai décidé de jouer le jeu. Qu'avait-il à y gagner de toute façon ? C'est dans cet état d'esprit que je me suis rendu au cimetière juste avant le coucher du soleil. J'ai trouvé assez facilement la tombe indiquée. Blackstone n'était pas très grand après tout. J'ai fixé l'inscription sur la pierre, aussi indéchiffrable alors qu'aujourd'hui, avant de m'affaler et d'ouvrir mon livre pour lire. Une fois la première nuit passée, je me suis dit que j'avais sans doute perdu mon temps. Mais à ma grande stupéfaction, quand je suis rentré chez moi, le salaire de ma première journée m'attendait sur le comptoir de la cuisine. J'aurais dû avoir plus peur. Quelqu'un avait accès à ma maison et je vivais seul. Cette personne s'était introduite chez moi à plusieurs reprises, et d'après la lettre, elle m'observait. Mais je me contentais de voir l'argent continuer à rentrer. 30 ans plus tard, me voici. J'étais satisfait de ce travail. Aussi étrange que cela puisse paraître, le cimetière était devenu pour moi une sorte de refuge, une zone de confort. Le pire à quoi j'avais affaire. C'était parfois une bande d'adolescents agités. À part cela, les nuits étaient sereines. Jusqu'à hier soir. Ce qui s'est passé m'amène à remettre en question tout ce que je sais de la réalité elle-même, et c'est ce qui m'a poussé à vous en parler. J'étais assis devant ma tombe, comme d'habitude, plongé dans un roman policier, quand cela s'est produit. Le sol sous mes pieds a commencé à bouger. Je me suis levé d'un bond, craignant un tremblement de terre. Mais en observant les environs,
je me suis rendu compte que seule la terre à mes pieds était perturbée. Je regardais la terre, hypnotisé, incapable d'en détourner les yeux. Le sol a continué à gronder, jusqu'à ce que finalement quelque chose jaillisse de ses profondeurs. Une main squelettique en décomposition jaillit de la terre. Elle ne cherchait pas à saisir n'importe quoi, elle savait ce qu'elle voulait. La main se jeta sur moi, ses doigts putrides s'aggrappant à ma cheville. Je poussai un cri de terreur alors qu'elle me tirait vers le bas avec une force effrayante. Je donnai un coup de pied à la main avec ma jambe libre, la terreur envahissant mes veines. Lorsqu'elle me lâcha enfin, je réalisai que je saignais. Pris de panique, j'ai reculé et j'ai fait la seule chose pour laquelle j'avais été formé. J'ai appelé mon employeur. On m'a répondu immédiatement. La tombe, celui ou celle qui y est enterré, il ou elle s'est réveillé. Pour la première fois, j'ai entendu la voix de mon bienfaiteur. Elle était plus grave que celle de n'importe quel être humain que j'avais rencontré. La voix a prononcé un seul mot. Cours. Je me suis éloigné aussi vite que mes jambes me le permettaient. Entre mon âge et ma cheville blessée, j'avançais lentement, mais j'ai fini par rejoindre ma voiture et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Une fois arrivé chez moi, le cœur battant à tout rompre, j'ai trouvé une enveloppe qui m'attendait. Je l'ai ouverte sans hésiter. J'ai froncé les sourcils en lisant le contenu de la lettre. « Cher Monsieur Calloway, nous avons le regret de vous informer que nous n'avons plus besoin de vos services. Votre indemnité de départ vous sera versée ultérieurement, accompagnée d'une somme forfaitaire supplémentaire pour la blessure que vous avez subie à la cheville. Merci de votre compréhension. Vos bienfaiteurs. »